et bienvenue sur Radio USB Tennis. Alors aujourd'hui, je suis très très fier de recevoir un prof que j'adore, que je connais depuis très très longtemps. Ça fait plus de 35 ans que je connais ce prof, qui n'est plus en France, qui est aux États-Unis. Bonjour Frédéric, Salut Guillaume, tu vas bien? impec, Impec. génial. Bon, super. Alors, on a plein de thèmes à aborder ensemble. T'imagines bien, toi, tu as été prof, je rappelle, au Wayans, en France pendant 15 ans. Pendant combien d'années t'étais pendant 15 ans. Alors, 9 ans. évidemment, on va parler de tout ton parcours en France, parce que tu n'as pas fait que ça. On va parler de ton parcours aux États-Unis après, derrière. Et évidemment, on va revenir sur un petit mot sur notre vision du tennis à tous les deux, hein, qu'on partage souvent, et aussi sur le club du Bouscat. Fred, est-ce que tu peux nous parler de tes années en France, nous raconter un petit peu ton parcours déjà? Alors, pas bordelais, arrivé à Bordeaux à 20 ans, formation Crêpes de Bordeaux, avec Patrick Labazui et puis Jean-Paul, je ne me rappelle plus de son nom, bref, et qui ont été excellents, avec qui j'ai adoré travailler et être formé. Joué au SBUC pendant 2 ou 3 saisons avec Patrick en national. Et puis parti Wayans, contrat au Wayans en 1986, juste après l'armée, que j'ai fait à Bordeaux et arrêté en 2001. Voilà, au bout de 15 ans, je pense que ça suffisait. Je pense qu'ils en avaient marre de me voir. On envoie le bonjour à Patrick d'ailleurs, qui nous regarde Ah sûrement, ouais. à Patrick Labazui, que j'ai interviewé il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi tu étais prof voyant, mais tu intervenais dans plusieurs endroits, c'est-à-dire que l'été tu étais au Cap Ferré, je crois, l'hiver tu travaillais aussi à Primrose. Tu faisais quoi à Primrose? Alors après, moi, je bossais dans le hockey sur gazon. Je faisais de la Ah, préparation exact. physique. Parce que je m'étais formé à la fac en préparation physique. D'accord. Donc j'ai fait de la prépa physique chez les filles, d'abord à Mérignac, au SAM à Mérignac, en hockey sur gazon. Et puis en hockey sur gazon chez les garçons à Primrose. Sur les 3 dernières années, on va dire, de ma vie en France. 3, 4 dernières années, je faisais de la prépa physique avec les garçons qui jouaient bien, qui étaient en National 1, Ouais. qui se débrouillaient pas mal. Donc on faisait ça à Batagny à côté. C'était très sympa. Il y a une grosse section gazon, hockey sur gazon à Primrose. Et toi, Wayan, tu as formé des joueurs. C'est quoi ton meilleur souvenir peut-être de tout ça? Tes meilleurs souvenirs là-dedans? Tu dois en avoir un paquet, j'imagine. Alors, ouais, un paquet de souvenirs. Je crois que le souvenir le plus fantastique, c'est quand on est prof de club et qu'on joue avec ses propres élèves. Je Ouais, pense que c'était le grand moment. ouais. Quand on a commencé à jouer avec vous, là, que vous aviez, je sais pas, ouais, 17 ans, 18 ans, vous étiez à 15, on était à peine plus fort que vous. Mais bon, c'était exceptionnel de pouvoir jouer avec ses propres élèves qu'on a formés à l'âge de 7-8 ans. Et ceux-là qui faisaient partie d'écoles de compète ou sous école de compète, si on peut dire Ouais. ça comme ça. Mais en tout cas, je pense que ça, c'était un bon moment parce que tu joues avec des enfants que tu as connus quand tu étais petit et tu es vraiment dans le dur. Tu t'expliques des choses sur le moment. Je pense que c'est les moments les plus fantastiques quand on est prof, de pouvoir justement donner des petites ficelles, tu vois, les petits trucs qui font que tu donnes un petit peu de toi, tu vois, un petit Bien peu de ton sûr. ressenti sur le moment, tu vois, un petit service volé, un petit kick revers sur le 30-40, tu vois, des petites choses rigolotes qui font rigoler aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est marrant, mais à l'époque c'était fantastique parce que tu vois réellement que les choses fonctionnent, tu vois, quand tu as des tactiques de jeu et que tout d'un coup tu te rends compte qu'il y a un truc qui fonctionne en live, que tu as vraiment. Et Donc ça puis, c'était vraiment sympa. et c'est sur le jeu aussi que les joueurs prennent du plaisir et qui du coup ont envie Ouais. de gagner, etc. Tu développes plein de choses avec ces petits jeux-là. Et je m'en rappelle très bien. Alors te compter, je sais que tu es assez humble, mais tu vas pas trop en parler, mais tu as formé des joueurs aussi, hein, je rappelle. Et d'ailleurs, on lui envoie le bonjour avec Adrien Puget à l'époque, qui t'a formé dès le départ. Et qui a quand même été 43e français, je crois qu'il est vainqueur. Il fait quart de finale junior, je crois, à l'Open d'Australie. Et aujourd'hui, il travaille à Paris. Donc on lui envoie un petit coucou. Tu te rappelles de tes souvenirs avec Adrien ou pas, toi? Oui. Alors, moi, j'ai pas eu. Moi, j'ai des souvenirs exceptionnels contre le mur quand il avait 4 ans, où je disais à sa mère qu'il fallait qu'il arrête de taper parce qu'il allait casser le mur. Donc, il tapait C'est sûr. tellement de temps au mur que c'était un truc de fou. Mm. Après, de 4 à 6 en mini-tennis, il avait des yeux, il allait tuer tout le monde. Donc, c'était déjà un tueur quand il était petit. Ce qui est rigolo, c'est que ça, c'était marrant de voir ça au départ, tu vois. Après, il est parti, il avait 12 ans, donc il est parti assez tôt. Malheureusement, puisque la Ligue à l'époque prenait les joueurs assez tôt et nous les enlevait complètement. Donc on a vraiment malheureusement plus du tout le contact avec lui.
Et après, il est parti à Primrose, donc il a fait son petit chemin parce qu'il était plus fort et que notre club était en Régional 1, donc on n'était pas assez fort pour lui proposer des choses. Donc ça, c'était un petit peu la limitation. Mais le grand souvenir que j'ai de lui, c'est quand il est venu faire les championnats, enfin les championnats du monde, l'Orange Bowl à Miami. Orange Bowl. 17 ans, première fois, évidemment, quand je sais qu'Adrien vient, je vais le voir. Bah oui. Et donc j'ai parlé un petit peu avec ses coachs, qui étaient à l'époque des gens que je connaissais de la Fédé il y a très longtemps. Et donc c'était rigolo parce que je l'ai vu jouer, j'ai eu le plaisir de faire un débriefing avec lui. Il va rigoler parce que c'était un débriefing avec lui d'un match qu'il a failli perdre. Je crois qu'il fait un premier tour, il joue sur un Chilien où il a failli perdre, il gagne je crois 6-4 à la belle. Il a moins fait le malin, il était un petit peu dans la galère et il a fait un retournement de situation. Je crois que ça a été un moment assez inoubliable. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai vu quelques matchs dans ma vie, mais je pense que c'était un match assez incroyable où le coach lui a pas dit grand-chose au départ, il lui a fait une petite sérénade, je pense, le soir. Et donc, on a fait un petit débriefing rigolo. Voilà, c'était un moment grand parce que de voir un petit gamin de 4 ans se retrouver à l'Orange Bowl en tant que numéro 1 français, si je ne m'abuse, je crois qu'il était numéro 1 français à l'époque. Bien sûr. Et donc, c'était rigolo. Je pense que c'est plus ça qui m'a fait vibrer, de voir justement voilà, de voir ce grand garçon arriver à ce niveau-là et jouer très très bien. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, on envoie un bonjour à tous nos amis du Haillan qu'on a connus, tous nos copains et tous les dirigeants qu'on a connus aussi à l'époque. Merci Fred. Alors, évidemment, ton parcours au bout de ces 15 ans s'arrête en France et tu décides de partir aux États-Unis. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui aux États-Unis? C'est quoi ton rôle? Dans quelle structure tu travailles? Tu peux nous raconter un petit peu? Alors aujourd'hui, après avoir eu des galères, c'est pas simple, d'arriver dans un pays où on ne connaît pas grand-chose, bosser avec Tarek Ben Abides pendant 3 ans et demi, c'était super, grande expérience, parce que je connaissais pas trop bien ça. Expérience sur le tour, on a eu des joueurs entraînés entre la 700e place mondiale jusqu'à la 50e, on a eu vraiment une expérience assez rigolote. Je connaissais un petit peu le tour, parce qu'à Bordeaux, j'avais passé quelques moments, et je ne le connaissais pas vraiment bien comme ça. Passé 3 ans et demi assez difficile parce que j'étais beaucoup en voyage. Compliqué pour la famille, compliqué d'être prof, d'être coach et d'être un papa, un père de famille, c'est pas simple. Bien sûr. Donc ça, c'était compliqué. Après, je décidais, je me suis dit, bon, je vais faire un truc tout seul. J'en avais marre de bosser pour les autres, de voyager beaucoup. Donc j'ai fait un truc sur les juniors. Je me suis orienté vers les 16-18 où j'ai entraîné des locaux. J'avais une jeune fille américaine que j'adore toujours, avec qui je suis en contact, ça fait déjà 10 ans. Donc j'avais des joueurs qui venaient d'un peu partout. J'ai eu des joueurs de Suisse et j'ai eu quelques Français qui sont venus me voir. Ils sont venus s'entraîner avec moi. Ils faisaient des petites périodes de 3 mois, 6 mois. Et donc ça a duré 3-4 ans. C'était fantastique, chouette. Mais bon, très fatigant, beaucoup de compétitions avec les profs locaux, beaucoup de compétitions avec les parents. Pour se faire payer, enfin, c'est très compliqué. Voyager un petit peu, donc ça c'était chouette parce que je voyageais un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc c'était le circuit ITF, le circuit junior, où j'ai eu le plaisir de faire quelques tournois sympas en Amérique du Sud, Amérique centrale, aux États-Unis. Donc ça c'était chouette. Chose que j'avais jamais vécue jusqu'à maintenant, donc c'était un bon complément. Et puis depuis 7 ans, j'ai eu une chance inouïe de connaître 2 Français qui m'ont permis de rentrer à l'université. Je suis coach d'université maintenant depuis 7 ans. Donc c'est assez rigolo parce que c'est complètement différent, c'est très encadré, c'est plein de règles, c'est très compliqué pour moi qui suis plutôt un électron libre qu'un homme de règles. Mais bon, je m'y suis fait, voilà, 7 ans que j'y suis, je suis assistant coach dans une équipe de garçons. À peu près, on va dire de 0 à promo, on va dire, ça joue à peu près de promo. On a une belle équipe. On a eu la chance dans ces 7 ans d'être 3 fois champion des États-Unis en 2e division. Donc c'était vraiment chouette, des grands moments passés jusqu'au bout, parce que la compétition c'est toute une année, c'est 29 matchs. Ouais, c'est une saison. C'est pas mal. D'ailleurs, on voulait te féliciter quand même parce que je vois sur ton t-shirt, tu es National Champions 2019, donc bravo Fred, j'ai vu ta coupe tout à l'heure. Tu dois être très fier. C'était l'année dernière et cette année malheureusement on n'a pas pu redéfendre notre titre. Ouais. Mais voilà, on a eu plein de très bons moments. Ouais, j'imagine que tu dois avoir de bons souvenirs. Alors justement, on parlait tout à l'heure de
de l'état d'esprit entre la France et les États-Unis. Je rappelle que tu parlais de l'Orange Bowl aussi. Tu as un joueur de chez nous là qui s'appelle Grégory Vrelnagel qui est venu et on te remercie d'avoir prêté tes structures pour qu'il puisse s'entraîner quand il est venu faire l'Orange Bowl à Miami, puisque je rappelle que tu vis là-bas. Est-ce qu'avant de parler du Bousca, tu peux nous dire un petit mot sur justement cet état d'esprit qui est différent entre les Américains et les Français ou Alors, les Européens? oui, c'est vrai on est très famille, ils le sont pas trop. On est très attachants, ils le sont pas trop. Ils sont assez orientés argent, dépenses, nous on l'est pas trop. Donc ça, on va dire que c'est à peu près ça les grosses différences. Après, c'est vrai que c'est un vrai business, le tennis aux États-Unis. Donc on est malheureusement confronté aux voisins qui peut te piquer le joueur, aux universités avec lesquelles on est en compétition qui vont te piquer le joueur que tu as fait recruter et que tu recrutes pas. Ils sont assez, ils ont une bonne mentalité de Autour du business un petit peu, quoi, tu veux dire? Ouais, c'est vraiment pas du tout C'est pareil différent. chez nous en France. On est en club, on se respecte, il n'y a pas beaucoup de. Il y a peu de concurrence, c'est vrai, de prendre le joueur de l'autre côté. Ça, c'est On vrai. reste quand même assez aux racines. Oui. Alors qu'il n'y a pas trop de racines. Ouais. Je pense que c'est vraiment la différence. D'accord. D'accord. Mais j'imagine de toute façon qu'il y a des points positifs dans les deux, hein, Bien si on sûr. cherche bien, et que ceux qui arrivent et qui ont la chance de vivre les deux, bah, ils se renforcent des deux côtés. Oui, tu veux dire un petit mot là-dessus ou... Oui, oui le mot, c'est arriver à 40 ans dans un pays où tu connais pas du tout Ouais. les manières de faire, l'attitude des gens, où toi, tu arrives avec ta manière de faire en tant que Français, c'est différent. Les gens m'ont pointé du doigt au départ, et après, ça s'est fait tout seul naturellement. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, et je pense avoir beaucoup appris avec Tariq aussi, qui m'a beaucoup appris à travailler aussi en compétition, parce que c'est vrai que quand tu travailles avec des joueurs professionnels, c'est pas du tout le même genre de travail que quand tu travailles avec un gamin à 15-4 en club. C'est sûr. Mais finalement, c'est pareil. Bah Parce oui, c'est que sûr. tu te rends compte que c'est pas pareil au départ, parce que tu dis pas à 15-4 ce que tu vas faire quand tu vas avoir un mec en première série. Et finalement, tu te rends compte que d'avoir un mec à 15-4 à 10 ans et d'avoir un mec en première série à 25 ans, c'est exactement pareil. C'est sûr. C'est sûr. Mais bon, après beaucoup avec ces années-là, parce que tu prends de. Tu es un peu plus sérieux, parce qu'il faut faire attention avec ces gens-là, on ne peut pas faire n'importe quoi et raconter n'importe quoi. Donc déjà un peu plus de sérieux. Oui. Après, beaucoup de travail sur le côté renforcement mental, parce que c'est vrai que les gars, si tu veux te sortir un petit peu de la 500e place mondiale, si tu fais 200 ou 100 mondial, il faut que tu aies la petite chose en plus, il faut que tu aies le détail, il faut que tu aies... Donc en fait, on va plus dans le détail, on est plus dans la rigueur, que je trouve qu'on n'a pas forcément toujours en France, mais cette rigueur où on est un peu... il faut être aussi négatif derrière, il faut être dur, il faut... Moi, j'ai appris à être dur. J'ai appris à être dur, que j'étais pas assez dur en France, j'ai appris à être dur dans le sens où quand tu as un enfant qui est bon, qui veut être meilleur, ou qui veut être très fort, il faut être dur avec lui. Si tu n'es pas dur avec lui, il ne va pas apprendre à se battre. On se plaint toujours de choses quand on n'est pas dur. En fait, moi, j'ai appris à ne pas me plaindre. Je pense qu'aux États-Unis, tu ne te plains pas. Aux États-Unis, il n'y a rien qui peut t'aider. Donc, de toute façon, il n'y a que toi. Personne ne va t'aider. Tout le monde va chercher à te prendre des choses, mais personne ne va t'aider. Donc, tu apprends vraiment à être tout seul, et tu apprends vraiment à te débrouiller. Oui, c'est sûr. Et c'est intéressant ce que tu nous dis. On avait une discussion avec Patrick l'autre jour là, qui ressemblait à ça aussi. Alors, on va parler un petit peu du Bousca. Alors, j'imagine que toi, tu as connu le Bousca à une époque où Patrick d'ailleurs était au club, je pense. Aujourd'hui, on est 1200 adhérents, on a 750 enfants. On forme des joueurs aussi, on est très fort sur la formation, comme Grégory. T'as quoi comme image, toi, de l'époque, justement, de ce club et voilà, ça nous intéresse de savoir. Après, je trouve qu'il y avait une grande population d'adolescents qui étaient des vrais membres du club. Il y avait une grosse équipe autour de Patrick en termes de compétition. Et c'était pas forcément des grands joueurs, mais c'était des joueurs entre 15-4 et 2-6. Il y avait un nombre de joueurs incalculable. Il y avait une grosse ambiance de compète et d'amitié, puisqu'on jouait au foot aussi. On jouait le foot le dimanche, on jouait au foot le dimanche contre les clubs. Et il y avait une vraie
une vraie mentalité de jeunes autour de Patrick, entre autres Patrick et l'autre Patrick, je ne me souviens plus de son nom, Patrick, comment il Bousquet, s'appelait Patrick Bousquet, tout à fait. qui était aussi un garçon exceptionnel en termes d'aura. Il avait vraiment très bonne manière de comprendre les choses et il parlait très très bien aux gens. Il était fantastique, ce gars. Donc Donc il voilà, avait. oui, Non, pardon. je t'écoute, au contraire. Non, je pense que c'est ça. La grande époque du Bouscat, c'est que c'était un club qui était avec beaucoup de cœur, beaucoup de gens, parce que c'était un club qui était quand même assez gros. Ouais. Le SBUC, à l'époque, était retombé un petit peu, donc le SBUC était même plus en compétition avec Primrose et avec le Bouscat. Je trouve que le SBUC avait vraiment perdu un petit peu de terrain. J'adore toujours, hein. Je suis quand même un fou du SBUC, parce que j'ai passé des années là-bas et je salue Hervé Caton, qui était un vieux copain. Mais c'est vrai que le Bouscat est reparti, on va dire, avec cette espèce de mentalité familiale où, évidemment, quand tu as des gamins qui ont 18-20 ans et qui ont les parents qui sont là aussi au club, ça crée aussi une grande politique de famille. Moi, je me souviens de repas où il y avait plein de monde, il y avait le petit resto qui était super sympa, avec qui on passait, moi je me rappelle de passer des moments incroyables pendant le moment du tournoi, même hors du moment du tournoi. Donc il y avait vraiment une petite ambiance très très sympa aussi, c'est vraiment chouette. Tu rejoins un peu l'identité qu'on essaie de garder au club, en tout cas qu'on veut absolument faire revenir sur le côté familial et convivial, en étant bon toujours sur la formation, c'est là quand même notre point fort. Alors du coup, parlons de la vision du tennis un peu. Alors je vais te donner un mot qui me touche à chaque fois que j'en parle. Et j'en parlais avec Patrick la dernière fois, là, c'est du mot héritage. Et que quand on parle de club ou de vision du tennis, on parle souvent d'héritage, que le club n'appartient à personne, mais que chacun qui passe dans un club sert comme héritage. Et quand on arrive dans un endroit, on récupère l'héritage de ceux qui sont passés avant et on est là que pour le faire progresser, le faire évoluer. Est-ce que tu partages cette vision-là aussi ? C'est-à-dire que c'est évidemment, on sait que dans une partie de vie, on va passer un petit moment à droite, à gauche. C'est vrai que dans les clubs, on ne se rend pas compte quand on arrive qu'on va faire juste partie d'une petite partie de ce club. Mais il faut comprendre que il y a des relais qui se passent. Toi, tu en fais partie au Bouscat, ça fait des années que tu y es, ça fait partie de ces relais. Je pense que ces relais, il faut comprendre qu'on est un petit moment dans ce club et qu'il faut donner le maximum pour faire avancer les choses, pour développer les choses, et que ça s'il y a l'état d'esprit, s'il y a toujours cette espèce de mentalité que le prof doit avoir pour justement développer, faire des choses professionnelles, faire de l'animation parce que c'est important, parce que les gens viennent aussi pour être heureux quelque part. Je pense que cet héritage-là, il est évident qu'au Bouscat, il y avait ça, et que vous deux, avec Laurent, et autour de vous deux, et avec vos profs, parce que vous n'êtes pas que tous les deux, mais votre équipe de profs, fait en sorte que justement cet héritage-là, vous le perdurez, vous essayez de continuer dans ce même état d'esprit. Donc je pense que c'est vachement important. Ouais. Très important. D'ailleurs, je m'associe avec toi pour dire que l'héritage aussi, c'est les profs, comme tu dis, c'est aussi les comités directeurs de clubs. On en a connu tellement, et toi aussi à l'époque, et on envoie le bonjour d'ailleurs à Fabien, qui est président du club du Hayan aujourd'hui, que tout cet écosystème-là autour du tennis qui fait un club, que ce soit les entreprises qui donnent de l'argent au club, que ce soit les bénévoles, que ce soit les profs, que ce soit les comités directeurs, les adhérents, les joueurs, et tout cet écosystème fait qu'un club grossit, et si on arrive à rassembler un peu tout ce monde-là, on en sortira plus fort et les clubs progresseront encore plus, quoi. Donc ça, je te rejoins là-dessus. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'aujourd'hui, l'évolution du monde, elle n'est pas comme moi j'étais quand j'étais prof en 86. Je veux dire, aujourd'hui, en 2020, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc c'est important, c'est aussi que votre relais, vous, soit fait avec votre temps. C'est-à-dire que c'est génial. Je veux dire, à 40 ans, tu as encore plein d'années devant toi et tu as surtout plein d'idées qui permettent justement au club de pouvoir dire, on a la chance d'avoir des profs qui ont envie de développer, de changer des mentalités, de changer des choses et d'apporter du nouveau. Il ne faut jamais rester en fait dans ces petites pantoufles. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est justement de se rendre compte qu'il y a un moment où il faut savoir s'en aller, il y a un moment où il faut savoir développer, il y a un moment où il faut savoir casser des choses pour justement être capable de pouvoir faire avancer les choses. Justement, nous on est en pleine transition au club, là. On a l'Assemblée Générale qui arrive, un nouveau président qui arrive d'ici quelques jours, et avec plein de projets aussi d'agrandissement du restaurant, de salles de fitness, etc. Donc toujours pour aller dans le sens du développement. Je rappelle juste une chose, j'ai pas 40 ans, j'ai 39 ans, et je tenais à préciser un petit
Merci Fred. En tout cas, Fred, je suis très content, mais vraiment très heureux de t'avoir sur cette interview. Je rappelle, hein, comme à Patrick, que si je t'interview, c'est aussi parce que tu fais partie de ces gens-là qui ont marqué l'histoire d'un club, de leur passage, qui ont marqué une génération dans leur club, et que ça fait du bien de vous avoir, et de vous avoir eu surtout. Et donc, je te remercie aussi pour ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous. Nous, on continue nos interviews. Le déconfinement, c'est dès demain, hein. Tous les jours, on peut rejouer au tennis déjà, donc ça, c'est top. Et on se donne rendez-vous le plus vite possible. Fred, je te remercie beaucoup d'être venu sur cette petite radio du Bousca. Je te dis à très bientôt. Un dernier petit mot peut-être avant de partir. Bah, bon vent. Bah, bon vent, super. Bah, c'est un beau mot pour finir. À très bientôt, Fred. Merci beaucoup. Salut Guillaume. Salut, bye Ciao, bye. ciao.